Balotelli pour le corner, bien frappé au deuxième poteau, la reprise de Pierre Lespelou. Pourquoi tu vas parler de quoi? De qui? Là, tu voyais la direction. Je parle pas de faire. Et le but, le troisième, le voilà, signé Achraf Hari, c'est son baptême. Premier but sous ses nouvelles couleurs pour le Marocain qui a totalement conquis déjà le Stade Brestois et ses supporters. Vous parlez avec Lorenzi qui est là, le directeur sportif, il est là. Vous parlez avec lui. Moi, je parle pas de faire. Il touche, hein, ça part où ça part. Hein. La première, j'ai blessé un spectateur, la deuxième, elle est rentrée. C'est tout. C'est tout. Gendouzi, la fixation, le drapeau, Gendouzi, la frappe, l'arrêt de Bizot, c'est le sauvetage devant Arcadius Milik de Lilian Brassier. Pourquoi pas jouer une Coupe d'Europe avec Brest, on sait jamais. Le football, tout est possible. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestoise, la 4e saison de Brest On Air est officiellement ouverte. Bienvenue pour ce 79e épisode de Brest On Air où je suis rejoint par quelqu'un qui va bientôt faire sa rentrée également. C'est Franche, comment vas-tu? Et salut Quentin, salut tout le monde. Écoute, ça va très bien. Effectivement, la rentrée se rapproche, mais pour l'instant, on va parler d'une rentrée plutôt réussie, c'est celle du Stade brestois, je pense. Tout à fait. Et on est juste après la victoire plutôt convaincante du Stade brestois à Angers, 3-1. On fait ça plutôt à chaud avec, on fera peut-être des podcasts moins fréquents que la première saison, mais plus fréquents que les saisons suivantes, avec peut-être des podcasts tous les 3-4 matchs, on va dire. Ce sera un peu moins répétitif pour vous, mais aussi un peu moins lassant pour nous, avec moins de répétitions. Donc voilà, on va peut-être passer sur un format un peu plus, on va dire, mensuel ou bimensuel. D'autant que les matchs vont plutôt s'enchaîner ces prochaines semaines. Donc ça, voilà, on aura l'occasion peut-être de parler de 3-4 matchs à la fois, avec notamment des Rennes, des paris qui arrivent assez prochainement. Mais pour l'heure, on va parler du début de saison du Stade brestois. Après 3 matchs, donc une victoire, un nul, une défaite, un bilan équilibré. Mais je pense que on va dire au vu du calendrier déjà d'une, et surtout au vu des prestations, je pense que le bilan est meilleur que équilibré dans nos têtes, on va dire. Oui, je te rejoins. Alors effectivement, on parle après le match et la victoire à Angers. Peut-être qu'on aurait eu certainement d'ailleurs un discours différent si Brest ne s'était pas imposé face au SCO. Mais on voit effectivement une progression depuis le match de Lens, sur lequel on va peut-être revenir un petit peu aussi tout à l'heure. Celui de l'OM et là la victoire à Angers, c'est une évolution du Stade brestois qui doit aussi intégrer de nombreuses recrues, qui est très intéressante à mon goût. On a évoqué très brièvement la défaite à Lens, qui aurait peut-être pu nous inquiéter, parce que vraiment l'équipe était passée complètement à côté. Mais j'ai vu les matchs de Lens depuis, notamment celui à Monaco, donc hier. C'est une équipe de Lens qui est extrêmement impressionnante, vraiment sûre de ses forces, avec beaucoup de certitude dans le jeu. Finalement, il y a peu d'équipes qui iront certainement s'imposer à Lens, donc pas d'inquiétude. Là, le match contre l'OM, on y reviendra, m'a beaucoup rassuré. Et là, face à Angers, tu me disais, Quentin, avant qu'on ne commence à enregistrer, c'est une victoire presque sans vibrer, tant elle est logique et souffre d'aucune contestation. Exactement. Et pour rebondir sur Lens, leur deuxième match était à Ajaccio et avec des soucis de pelouse. Et Lens n'avait pas pu vraiment développer le jeu qu'on lui connaît. Et c'est vrai que contre Brest, on avait quand même pris les vagues et ça avait de quoi peut-être inquiéter. Mais on a parlé, Lens, c'est plutôt impressionnant, surtout à domicile. Néanmoins, on pouvait, avec l'excitation du début de saison, on a peut-être tiré un portrait un peu, peut-être dramatisé la situation après un match. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression de revoir le Stade brestois des années précédentes, un peu gamin, on va dire, face à des vrais hommes et des joueurs vraiment de Ligue 1, Brest un peu de Ligue 1,5 quoi, qui allaient à l'extérieur pour attendre et attendaient finalement de se faire punir. Je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que la première période à Lens a été inquiétante, mais il y a quand même cette volonté de l'équipe de ne pas lâcher. On est remonté à 3-2. Exactement. Et tu te dis, bon, c'est quand même des signes. Et le match à 3-0, au bout de 60 minutes de jeu, raisonnablement, tu peux penser qu'il est perdu. Mais l'équipe n'a pas lâché. Tu vois des forces mentales, une volonté, un caractère peut-être qu'apporte Michel Derzakarian très certainement à ce groupe.
que on n'avait pas vu, notamment sous l'ère d'Aloglio à l'extérieur, où on avait été très très souvent battu et sans réaction. Et d'ailleurs, c'est ce que le coach actuel de Montpellier, peut-être que vous écoutez ce podcast quand il s'est fait virer, on ne sait pas, mais en tout cas, Dalloglio disait souvent que l'équipe manquait de caractère. Et avec Derzac, je trouve que c'est de mieux en mieux. Ça fait partie des choses sur lesquelles on progresse. Il y en a beaucoup. On en parlera tout à l'heure. Mais l'état d'esprit et c'est pas qu'il était mauvais avant, mais c'est peut-être qu'on baissait les bras un petit peu vite à l'extérieur. Et d'ailleurs, avant ce match à Angers, c'est Brendan Chardonnay et le coach qui en ont parlé. Ils voulaient de la régularité dans les prestations. Après le bon match à l'OM, ils voulaient pas encore voir un match extérieur où on passe à côté, on arrive en étant quasiment battu d'avance. Et ça fait très plaisir de voir que les discours sont tenus et les actes sont visibles sur le terrain. Bon, c'est surtout ça le plus important, parce que bon, si on le disait, c'était bien, c'était une chose, mais encore faut-il le répéter sur le terrain et le montrer. Donc c'est plus dur. Ouais, c'est ça, et c'est peut-être l'un des axes de progression les plus satisfaisants depuis ce premier mois de compétition. Parce qu'on a vu après contre Marseille un Stade Brestois très entreprenant à domicile. Alors il y a peut-être le côté, c'est un gros match contre Marseille le dimanche à 20h45, mais on a vu aussi et surtout des idées de jeu, avec un Brest qui est parti chercher les Marseillais très très loin, des Marseillais qui se recherchent aussi en ce début de saison. Donc c'était peut-être la bonne attitude à avoir. Mais un Stade Brestois qui a été très très entreprenant et qui aurait peut-être dû, alors depuis il a bien sûr marqué, mais avec un Jérémy Le Doiron qui a plutôt vendangé assez sévèrement devant le but, aurait peut-être dû l'emporter contre de Marseille qui se recherche certes, mais qui réalise quand même un bon début de saison. Donc pas non plus un match à prendre à la légère et à se dire bon, c'était un Marseille qui se cherchait et qui ne valait presque rien finalement. On aurait pu se dire ça si le match avait été extrêmement équilibré. Marseille a eu beaucoup d'occasions. On aurait pu se dire bon, c'est un match correct avec un OM encore en recherche de sensations. Mais là, vraiment, c'est Brest j'ai encore les statistiques sous les yeux. Quand face à l'OM, tu as 17 frappes à 5. Et tu as été beaucoup plus dangereux, parce que les occasions de Jérémy Le Doiron, c'est pas une occasion à louper. Il y a son poteau, et puis après, il y a 2 grosses occasions qui manquent. Effectivement, Brest s'est montré très actif. Et je pense que c'est la première fois. Alors peut-être qu'il y a eu Monaco l'année dernière, et encore, je suis pas certain qu'on avait été aussi bon dans le jeu, mais qu'on bat une grosse équipe en jouant de cette manière. Souvent, c'était des contre-attaques. La victoire à l'OM l'année dernière, certains matchs où on avait beaucoup défendu et on s'était projeté très rapidement vers l'avant. Là, pas du tout. J'ai vu une équipe de Brest qui était maître de son sujet, avec un milieu de terrain très très intéressant. Qui a changé entre le match de Lens et le match d'Angers, le match de Marseille, pardon, notamment avec l'arrivée d'Hugo Magnetti aux côtés d'Aris Belkebla et de Pierre Lesmelou, dont on parlera tout à l'heure. Et je trouve que ce milieu de terrain a vraiment été la clé de la réussite du Stade Brestois sur les 2 dernières rencontres. Totalement, et on va en parler de cette progression collective qui passe aussi par la progression individuelle des joueurs, avec ces 3 milieux de terrain qui ont l'air d'être complémentaires et qui sont tout simplement performants aussi de leur côté individuellement, ce qui permet à l'équipe de performer plutôt de façon assez solide depuis le début de saison. Et on en parlait rapidement, ce match contre Angers, où finalement on a revu ce milieu de terrain, avec un milieu de terrain encore une fois plutôt souverain, face à des Angevins qui sont pas non plus très très reconnus pour leur milieu de terrain, on va dire créatif et leurs idées de jeu très très footballistiques. Mais ça a été un tout. Il n'y a pas eu que le milieu de terrain. Défensivement, ça a été plutôt solide également. Alors avec un arbitrage qui a peut-être un peu plus souri que contre Marseille, mais ça ce sont les aléas de la saison, et c'est pas de la faute de Brest si l'arbitre a fait une erreur. Donc une victoire presque facile. On en parlait, tu en parlais. On n'a pas vraiment vibré tellement Brest a plutôt maîtrisé son sujet. Oui, tout à fait. Alors j'aurais bien aimé peut-être voir le match avec Angers à 11 contre 11. Alors ceci étant, Brest mène à 11 contre 11 déjà. C'est vrai. Il y a un 0, et Brest n'est, à part donc il y a la grosse erreur de Belkebla en tout début de match où Marco Bizot est sur la trajectoire. Il y a une frappe, je crois que c'était à 1-0 et à 11 contre 11, mais une reprise de volée que Bizot sort également sur un cafouillage. Je crois que c'était à 11 contre 11.
Oui, c'est à 11 contre 11. Mais à part après, ça, t'as une belle occasion de Mathis Pereira Lage aussi à 1-0. Donc, oui. avant l'expulsion, j'ai tendance à penser que Brest déjà méritait son avantage au score. C'était un match plutôt équilibré. Et après, c'est intéressant de voir aussi comment est-ce que l'équipe arrive à gérer une supériorité numérique. Je pense que tu t'en souviens. La dernière année de Dalloglio, c'était le cas à Nice. On y a tous pensé. On était très très moyen en supériorité numérique. Ça nous arrivait même de mener au score et de perdre finalement le match. Là, encore une fois, axe de progression. Mentalement, on est resté très costaud. On a mis le deuxième tout de suite. Ouais, exactement, tout de suite. 2-3 minutes après, c'est ça. 2-0, le break est fait. C'est parce que tu prends le rouge et tu laisses Angers se refaire un peu, se réorganiser. Ça reste 1-0, puis t'es pas à l'abri d'un but. On a vu qu'ils en ont mis un. Et le match après, c'est plus du tout le même. Là, clairement, tu mets un deuxième coup derrière la tête. Pour eux, juste avant la mi-temps en plus, ça a été très dur. On prend un but certes à 3-0, mais je pense qu'il est plus dû à un relâchement général qu'à vraiment une vraie belle réussite d'Angers. Donc ça, je leur tire pas trop rigueur, même si c'est toujours un peu rageant. Je pense qu'il y aura quelqu'un qui lui en tire à rigueur. Et je pense que c'est la personne la plus importante aussi. Donc Voilà, exactement. Je pense que les choses seront dites aux concernés, donc c'est très bien. Mais même, tu vois, après le but, en juin, j'ai pas l'impression qu'on s'est mis plus que ça en danger. J'ai pas vraiment eu peur, même s'ils ont marqué. Et ce qui est quand même... Alors, on a eu peur de se faire peur, on va dire. Oui, c'est ça. On s'est pas fait peur, mais on a eu peur de prendre un deuxième sur une connerie, où il y a eu un petit moment où Angers, il y a eu un temps fort, où Brest avait un peu plus de mal à ressortir les ballons proprement, à laisser un peu peut-être aussi le ballon à Angers pour repartir en contre, mais il n'y a pas eu non plus de grosses occasions. On avait plus l'impression qu'on jouait à se faire peur avant de se faire peur, quoi. Donc, mais au final, pas trop de problèmes et une victoire sans vibrer. On va dire que victoire de grand club. Après, il faut se mettre dans l'esprit. Tu dis que c'est une victoire sans vibrer, etc. Je suis d'accord. Mais faut pas bouder notre plaisir. C'est la première de la saison. C'est la première de la saison. Et des victoires aussi sereines, il n'y en aura peut-être pas non plus 10 cette année. On n'est que Brest. Il faut quand même garder ça en tête. On aura certainement des déconvenus dans les semaines ou les mois à venir aussi. Il faudrait quand même capable de les gérer. Mais il faut prendre absolument ces points qui sont pas donnés, mais en tout cas qui sont largement à notre portée. Amazon, juste très rapidement, donner une statistique sur le Stade brestois face aux équipes de la deuxième partie de classement. L'année dernière, c'était 1,03 points pris par match. Donc c'est assez faible. Donc, ça concernait les équipes comme Metz, Saint-Etienne, Bordeaux, etc. C'est important dans une année où il y a 4 descentes de ne pas laisser des points chez des concurrents directs. Et là, c'est une très très belle opération qui est faite déjà dans cette optique du maintien. C'est ça. Et je pense que pareil, axe de progression. L'année dernière, il y avait des matchs, notamment celui contre Angers, où vraiment il n'y avait pas eu d'équipe qui était supérieure à l'autre, mais Brest perdait. Exactement. C'est la différence, je pense, aussi dans ce que Michel Darzacarian attend lorsqu'il parle de la rigueur et qu'on le voyait agacer, notamment en fin de saison dernière, lorsque ses joueurs ne faisaient pas le petit effort supplémentaire pour accrocher les points qui auraient peut-être manqué à l'équipe. Là, vraiment, sur le match d'Angers, en tout cas, c'est 100% une victoire aussi de Michel Darzacarian. Et on va y revenir, mais c'est vrai qu'on a l'impression aussi que ce match était une image de deux clubs qui allaient dans deux sens totalement différents, avec une équipe de Angers, justement, rien qu'en regardant le recrutement, il y avait pas mal alors il y a Mathias Pereira, bien sûr, qui vient directement d'Angers, mais si on prend l'exemple de Achraf Dari, alors je sais pas si Brest a proposé plus ou patati patata, mais Achraf Dari a préféré, on va dire, Brest à Angers. Donc j'imagine qu'il voyait un projet un peu plus intéressant à Brest qu'à Angers, et il faut lui dire aussi, le match de ce jour lui donne plutôt raison. Oui, tu parles d'un projet plus intéressant, et je dirais aussi qu'à Brest, il y a quelque chose qui me semble important, c'est que c'est un projet qui est lisible. C'est-à-dire qu'on dit clairement ce qu'on veut faire, on fait ce qu'on dit, et on ne fait pas ce qu'on ne dit pas qu'on va faire. Enfin, je sais pas si je me suis à peu près clair ou pas, mais le projet. On peut tromper 1000 fois une personne. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je sais pas si c'est clair. En gros, on ne vend pas du rêve à Brest, mais on te vend de quelque chose de très concret qui tient la route
avec des hommes sérieux à peu près à tous les postes, que ce soit l'entraîneur qui est compétent, le directeur sportif qui est compétent, le président qui, bien que discret, fait du très bon travail depuis désormais une paire d'années. Je pense que rien tu vois. Que le fait d'avoir mis Grégory Lorenzi à son poste, c'est être compétent. Parfois, déléguer, c'est important. Absolument, c'est savoir faire confiance aux gens qui savent peut-être mieux faire que toi, parce que évidemment que Grégory Lorenzi est meilleur dans son rôle que Denis Le Saint, sinon on aurait aujourd'hui des joueurs de blanc qui viendraient signer. Ouais. Non, mais ce que je reviens sur ce que je dis, le projet, en fait, il est clair, il y a une ligne directrice, et cela se voit sur le terrain depuis la montée en Ligue 1 avec une progression par palier année après année. On évoque ces progressions depuis tout à l'heure. Donc je pense qu'un joueur qui voit Angers qui se renouvelle complètement, qui a perdu beaucoup de cadres, qui sait pas trop où l'équipe va aller après une deuxième partie de saison très laborieuse, et un Brest qui a fini avec 48 points, qui a des infrastructures qui progressent, avec un public, etc. Je comprends, moi, que les joueurs viennent à Brest pour le projet, et sachant qu'il y a aussi l'idée de Brest Club Tremplin, on l'a vu avec Fèvre, Perrault, Diallo. Ça marche aussi dans l'esprit des joueurs, je pense que ça, c'est important. Et on va peut-être passer justement aux axes de progression, on en a mentionné quelques-uns. Tu parlais de ce club tremplin. Alors oui, les joueurs, je pense, comme tu l'as dit, on ne leur vend pas du rêve. Je pense que dès qu'ils signent, on leur dit que s'il y a une offre cohérente pour eux, mais qu'elle soit cohérente, que le club s'y retrouve bien sûr avant tout, il y aura un bon de sortie. Mais de leur côté, les joueurs aussi donnent du leur et ne trichent pas avec le club. Il y a pas, alors à part Romain Fèvre, il n'y a pas personne qui a fait encore, en tout cas, de caisse pour partir du club. Franck Honorat n'a pas là dans cette optique-là, malgré les intérêts divers et variés venant notamment d'Allemagne. Romain Perrault, bon, évidemment, on connaissait le caractère du joueur et de l'homme. Diallo, ça a été pareil, mais on a été clair avec les joueurs et les joueurs le rendent bien sur le terrain. Je pense qu'un Dari, alors Pierre Lersmelou, c'est différent, mais des joueurs comme Achraf Dari, ont l'air d'être totalement imprégnés dans le projet, bien que j'imagine qu'ils, dans leur tête, ils feront 1 voire 2 ans à Brest. Mais les caractères des joueurs sont cohérents avec tu en parlais, le projet global du Stade Brestois, et on se retrouve avec une équipe qui est quand même assez sympathique à suivre chaque week-end, en tout cas en ce début de saison, notamment après le match contre Marseille, où moi j'avais personnellement très hâte de voir le match contre Angers, et après avoir vu le match contre Angers, j'ai hâte de retrouver cette équipe contre Montpellier, d'autant que voilà, on a l'impression aussi d'avoir une chance à chaque match cette saison, pour l'instant. Exactement. Oui, tout à fait. C'est vrai que maintenant, tu peux te dire presque que tu peux aller gratter des points un petit peu partout. Tu sais que tu auras évidemment des matchs où tu passeras à côté. Mais je te rejoins complètement sur le côté équipe sympathique à suivre. Même, tu vois, Jérémy Le Doiron qui a été un petit peu raillé par les supporters après ses nombreux échecs face à Marseille. Le gars, d'une part, contre Marseille, même s'il rate des occasions très importantes, et à ce niveau, c'est difficilement acceptable. Il est le premier à le dire d'ailleurs. Il est le premier déjà à le dire, je suis d'accord. En plus, t'as rien à lui reprocher sur l'investissement et la combativité. Il n'a pas baissé les bras, donc deuxième point à mettre à son actif. Et le match qui suit, il claque de but. Donc, c'est même le joueur sur lequel tu aurais pu avoir envie de râler un petit peu, il te redonne envie de croire en lui, alors qu'il sait très bien que le club cherche un attaquant et il sait pertinemment qu'il ne sera pas titulaire cette saison. Mais effectivement, c'est une équipe qui est sympa à suivre et qui, je pense, va certainement avoir des moments de moins bien, mais sera soutenu par ses supporters et ce sera important. Et tu parlais du milieu de terrain, oui, tout à fait. C'est aussi l'un des axes de progression. Alors, on y reviendra aussi avec plusieurs autres points, mais le milieu de terrain, avec des joueurs, comme je le disais, qui individuellement sont revenus plus forts et progressent d'année en année. On parle notamment d'un Hugo Magnetti qui progresse vraiment à vue d'œil. Finalement, quand Magnetti avait signé à la suite du dépôt de bilan du Sporting Club de Bastia avec Lenny Pintor, on se disait que la bonne affaire c'était Lenny Pintor. L'un a offert 5 millions d'euros au Stade Brestois, ce qui est quand même une sacrée somme, et c'est assez inespéré vu la suite de sa carrière. Et personnellement, j'aurais jamais mis 5 millions d'euros sur Pintor en le voyant jouer régulièrement avec la réserve et les U19. Mais au final, la bonne affaire, c'est presque Hugo Magnetti, donc vraiment un joueur qui a fait ses gammes en réserve beaucoup,
qui a beaucoup joué à Ménespol sur le synthétique un peu dégueulasse de Ménespol et qui maintenant est, alors c'est que le début de saison, mais il est presque indéboulonnable déjà. Je pense que c'est un joueur qui est très Derzakarian compatible. Alors, je sais pas si c'est très clair, mais déjà le côté un peu marseillais, les deux hommes se rejoignent au niveau du caractère. Et puis Magnetti, ça va pas être le gars qui va bouder s'il est sur le banc, mais quand il sera sur le terrain, va tout donner. Je regardais un petit peu ses stats. C'est déjà 60 matchs depuis qu'il est arrivé à Brest. Donc ça fait un moment maintenant qu'il est là, parce qu'il était déjà présent au club lorsque le club est monté en Ligue 1. Et je me souviens de son pré-match en Ligue 1, je crois, ou en tout cas sa première titularisation, c'était à Nantes. Je sais pas si tu as souvenir de ce match-là. Alors non, mais généralement ça se passe tout le temps de la même façon. Voilà, ça s'était pas bien passé. Non. Il avait été titularisé et il avait fait vraiment un mauvais match, parce que il était peut-être lancé trop tôt dans ce niveau de la compétition, je ne sais pas. Et il avait un petit peu eu du mal à s'en remettre, je pense. Et là, clairement, pour moi, quand je vois Hugo Magnetti, je vois un joueur de Ligue 1 au milieu de terrain. Et je me demande, alors je veux ton avis aussi d'expert sur la question, à quoi est due cette progression? Est-ce que c'est l'enchaînement des matchs de la saison dernière, parce qu'il a quand même plutôt beaucoup joué, ou, à mon sens, il y a aussi l'arrivée de Pierre Lesmelou qui rend meilleur les gens autour de lui, que ce soit Magnetti ou notamment Haris Belkebla. Et je pense qu'on l'a vu contre Marseille et aujourd'hui encore contre Angers. Pierre Lesmelou est aujourd'hui, à mon sens, la recrue de ce mercato estival, qui va, si je touche du bois, mais s'il n'y a pas de blessure, nous faire beaucoup de bien au milieu de terrain. Bon, je pense que comme souvent, c'est un tout. Je pense que lui aussi prend de la bouteille, se sent de mieux en mieux dans ce groupe. Même, je pense que alors on est beaucoup à regarder les best-of, les zappings plutôt. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle sur le compte YouTube. Et avec oui, d'ailleurs, excellente initiative, et un Magnetti qui a l'air d'être vraiment un chic type, comme on dit. Tout à fait. Il y a beaucoup de chic types dans cette équipe. Ouais, et du coup, il s'y sent bien. Je pense qu'il a aussi pris pas mal de muscles. J'ai l'impression d'avoir une vraie boule maintenant au milieu de terrain. Et clairement, je pense que plus tu joues en Ligue 1, plus tu te mets au niveau. Et que un coach comme Derzakarian demande aussi une certaine rigueur vraiment au quotidien à l'entraînement, et ça aide tout le monde. Il n'y a pas que Magnetti qui a progressé. Je pense qu'un Belkebla, c'est pareil. Sur ce début de saison, Jean-Kévin Duverne, c'est pas mal non plus. Oui, à Angers, c'était même très bien. Ouais, vraiment très bien. Tant offensivement que défensivement d'ailleurs. À droite, en plus, c'est intéressant du coup. Ouais. Parce que c'était plutôt à gauche qu'il avait performé l'année dernière, et donc est-ce que tu le vois faire de la saison à droite du coup, avec Brassi à gauche? Il y aura un candidat pour prendre sa place, puisqu'il y a quand même une recrue qui est arrivée à ce poste et qui s'est blessée lors du premier match. Donc on verra aussi comment ça changera. L'année dernière, il y avait aussi une recrue un latéral qui était arrivé et qui finalement ne joue plus parce qu'il se blesse tout le temps. Donc on n'espère pas la même fin à Noah Fadiga, mais on ne sait jamais. C'est peut-être aussi justement cette concurrence qui amène aussi du mieux à tous les postes, puisque on se disait ça justement contre Marseille en regardant l'échauffement, la brésilienne, donc que fait les remplaçants durant l'échauffement des titulaires, avait plutôt belle allure, avec des joueurs vraiment qui et un banc qui a vraiment l'air d'être un banc de Ligue 1 cette fois-ci. Quand t'as RL sur le banc, aujourd'hui il y avait RL, Honora, et pourtant tu arrives à t'imposer avec plus de 2 buts d'écart à l'extérieur face à une équipe concurrente. C'est intéressant, et ça fait aussi partie de la progression, parce que la première année en Ligue 1, on avait un 11 qui tenait la route, mais sur le banc parfois c'était un petit peu plus limite, souvent qu'on faisait très même si on le fait encore, mais t'avais Mbok qui rentrait très tôt souvent dans les rencontres, t'avais des joueurs pas expérimentés, mais c'est le signe de la progression du club et du bon travail de Lorenzi, donc ça c'est très il y a encore des blessés, donc oui, Steve Mounier n'a pas joué un match. Del Castillo est blessé, Fadiga, on en parlait. Donc ça montre qu'il y a de la profondeur d'effectifs cette saison à Brest, et effectivement tu en parlais, c'est aussi le signe d'un très bon travail au niveau du recrutement, mais aussi de ne pas accepter la première offre venue. Absolument. Parce que justement le club est plutôt bien dirigé, et qu'on n'a pas non plus besoin de cet argent
obligatoirement, on va dire, pour survivre, que Dieu nous protège d'un Saint-Etienne ou d'un Bordeaux. Tout à fait. Ou d'un investisseur étranger qui viendrait essayer de placer ses billes sur le stade pour faire de l'argent. On dit très bien. Je préfère avoir un Brest qui joue petit, enfin même pas petit bras, mais avec ses moyens. Et la avec 10e place plutôt que. Ouais, c'est ça, la 10e place, même si tu peux pas espérer forcément beaucoup mieux, mais en tout cas avec un entrepreneur local qui possède le club, avec un mercato qui sera pas forcément bling bling, mais avec des jolis coups de temps en temps, des ratés parce qu'il y en a forcément, plutôt que te vendre du rêve avec un Américain ou un Russe qui viendrait pour 2 saisons et qui partirait à la première occasion. Donc, totalement. Il fait bon de supporter le Stade Brestois en ce moment. Ouais, et je pense qu'il a jamais été aussi bon de supporter le Stade Brestois d'ailleurs. Oui, c'est vrai. En tout cas, alors sur les années récentes. Peut-être moins au niveau c'était un peu plus n'importe quoi, où voilà, il y avait un peu plus peut-être de bling bling les années 80, tu veux dire? Ouais, d'histoires un peu rocambolesques. Oui. Mais c'est vrai que là, je pense que le club n'a jamais été aussi sérieux et aussi compétent, on va dire. Tu en parlais tout à l'heure, à tous les niveaux de sa hiérarchie. D'autres progressions que tu voulais mentionner, si je ne dis pas de bêtises, notamment peut-être le caractère de cette équipe. Ouais, le caractère et la manière, enfin le comportement, c'est un petit peu différent parce que le caractère, je pense que l'équipe en a toujours plus ou moins eu, mais parfois ça change pas. T'as ton caractère ou tu l'as pas, quoi. Mais ouais, voilà, mais c'est le comportement sur le terrain face à l'OM, d'être entreprenant, de regarder Marseille dans les yeux. Déjà, ça m'a beaucoup plu. Peut-être un petit peu au début du match, pas forcément, mais au fur et à mesure, Marseille marque et tu aurais pu t'écrouler complètement comme l'année dernière où tu en prends 4. Le fait de regarder Marseille dans les yeux, et là cette fois-ci à Angers où tu as les coups du sort en ta faveur et tu arrives très bien à les gérer. C'est-à-dire que tu ne paniques pas, tu marques le 2e but, tu fais un break très rapide et puis après tu gardes le ballon, tu marques le 3e but. Beaucoup de maturité, c'est peut-être le terme maturité que je devrais utiliser. Beaucoup plus de maturité dans le jeu. Alors effectivement, pour l'instant, c'est au bout de 3 matchs. Peut-être que l'avenir va me donner tort. Mais je trouve qu'on a progressé dans la conservation du ballon, dans les redoublements de passes, dans le rythme aussi des matchs. Parfois, on va mettre un petit peu le feu pendant quelques temps, puis après, on va conserver le ballon. Et je pense notamment à une image de Marco Bizotte aujourd'hui à Angers. On mène un ou deux, je sais plus, c'est à 2-0, je crois, juste avant la mi-temps. Il y a c'est Bizotte qui a le ballon, il peut largement, je pense, relancer vite pour une contre-attaque éventuelle. On est à 45e plus 10 secondes, un truc du genre. Et quelqu'un fait un appel et il calme le jeu et dit non, je garde le ballon, je me pose. Et vraiment, tous ces joueurs d'expérience apportent justement cette maturité au groupe. Et des Belkebla, des Magnetti en profitent pour progresser et c'est intéressant. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve qu'on est une équipe plus mature. Ouais, totalement. Et ça passe aussi par les résultats. Je pense que même rien que le fait d'avoir marqué 2 buts à Lens, ça lance aussi d'un côté ta saison. Là, je n'ai pas gagné contre Marseille, mais la prestation donne de la confiance, montre que tu peux faire, que tu peux faire ça, que tu peux rivaliser avec des équipes, on va dire, qui jouent l'Europe. Et par contre, il faut le remontrer contre des moins bonnes équipes, on va dire, des équipes de notre championnat, contre Angers. Et là, je pense que ta saison est définitivement lancée. C'est plus rapide que l'année dernière, oui. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Pas une mauvaise chose. Oui. Et j'imagine que ça va maintenant le lancer et Montpellier ne devrait qu'être là. Par contre, il s'est passé une dinguerie à Rennes, une faute non signalée. Ça m'a un peu perturbé. Ah oui. Mais ouais, Montpellier maintenant, ça doit être la confirmation, on va dire, de ce début de saison lancé. Et je pense que tu gagnes contre Montpellier. Alors lors du space qu'on a fait, l'une de mes prévisions, c'était que Brest allait faire un gros début de saison et se battre pour les places européennes en début de saison, avant de se casser la gueule un peu en seconde partie de saison, mais vraiment le match contre Montpellier peut vraiment te propulser dans la première partie de tableau, quoi. Alors ce sera tôt, évidemment, mais le match contre Montpellier, juste, il serait de bon ton de le gagner parce qu'après tu fais très rapidement Rennes et Paris à l'extérieur, donc c'est pas forcément là que tu prendras des points. Donc effectivement, gagnons contre Montpellier, d'autant plus qu'on aura un Montpellier privé de Savanier, donc c'est intéressant toujours, c'est un joueur. On sait qu'il y a un Montpellier avec et un Montpellier sans Savanier. Donc effectivement, Brest peut tout à fait, en l'emportant face à Montpellier, d'une part être bien placé au classement, mais surtout déjà compter 7 points au mois d'août. Et ça te met plutôt correctement au classement dans l'optique du maintien, qui pour moi, même si on a dit qu'on espérait mieux, restera quand même l'objectif numéro 1. Absolument. Et tu parlais des axes de progression, ça passe aussi par les recrues, bien sûr. Et tu voulais notamment, tu en as parlé quelques fois, mais tu voulais notamment en mettre une en lumière. Et je pense que Idio sera celui qui sera pas d'accord avec toi.
Ouais, alors bien sûr, j'avais parlé beaucoup d'Achraf Dari dans le space, mais là c'est Pierre Lesmelou dont j'ai envie de parler, qui m'a totalement bluffé, je pense, je peux le dire, bluffé depuis son arrivée. Alors le match à Lens, forcément, tout le monde est plus ou moins passé à côté, même si lui n'avait pas forcément été mauvais. Mais contre Marseille et contre Angers, vraiment une double grosse performance du joueur. J'ai l'impression j'ai jamais vu un joueur de ce niveau au milieu de terrain à Brest, en tout cas dans la qualité technique, dans la qualité de frappe, dans le calme, dans la vision du jeu. Il apporte tout ce qu'on n'avait pas et tout ce qu'on espérait, je pense, dans les podcasts précédents, lorsqu'on disait qu'il nous manquait quelqu'un au milieu de terrain qui avait l'expérience de la Ligue 1. On avait espéré que ce soit Paul Lannes, mais c'est un Paul Lannes version x10. Enfin, il est meilleur partout, plus rapide, plus physiquement peut-être pas, mais plus rapide, meilleur dans l'organisation du jeu. Et j'ai l'impression qu'il est à Brest depuis 3 ans déjà, en fait. Ouais, totalement. Et on nous avait vendu quelqu'un de très fiable. C'était l'un des qualificatifs, je pense, qui était le plus employé quand on nous parlait de Pierre Lesmelou, avec quelqu'un qui est très cohérent, très régulier, on va dire, au fil des rencontres. Alors sans vraiment être brillant nécessairement, mais sans jamais être catastrophique. Et pour l'instant, c'est vraiment le cas. C'est quelqu'un sur lequel on peut se reposer, qui fera tout le temps son match, parce qu'il a des qualités qui sont, on va dire incalculables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de statistique qui peut calculer l'état d'esprit de Lesmelou, le fait qu'il va faire une dizaine de kilomètres par match et qu'il va replacer ses coéquipiers, être on va dire le papa. Et d'ailleurs, il y avait un article de SoFoot qui parlait de Pierre Lesmelou, et il était vraiment prêt, lui, à prendre ce rôle de leader et de cadre, on va dire, au milieu de terrain. Et c'était vraiment exactement ce qu'est le profil qu'on recherchait, avec en plus le bonus d'un joueur qui semble pouvoir marquer des buts. Alors oui. Il avait marqué contre Marseille, il avait marqué contre Angers, une super frappe. Alors pour un hors-jeu logique sur l'action précédente, ça a été annulé, mais on a encore vu sa belle qualité de frappe, et vraiment c'était aussi l'une des qualités qui faisait défaut à cette équipe, parce que ni Belkebla, ni Paul Lannes, il y avait Agoumé l'année dernière, Magnetti, qui a marqué l'année dernière, qui se projetait et qui marquait, qui osait tirer de loin, on va dire. Donc vraiment, c'est même Belkebla a osé à Lens, chose qu'il ne faisait pas avant. Alors c'est contré, mais il a marqué. Et en plus de cette capacité à marquer des buts, et ça a l'air clairement d'être un très chic type, Pierre Lesmelou, tu vois dans ce qu'il partage sur les réseaux ou sur le terrain. Enfin, c'est vraiment rien à dire depuis qu'il est là. Donc intégration totalement réussie, mais également une belle complémentarité avec des joueurs avec lesquels il joue. Et ça, c'est pas forcément gagné. Je pense que même si tu es arrivé avec les meilleures intentions du monde, il y a plein de joueurs qui sont arrivés dans des clubs avec de belles intentions et qui ont mis des semaines parfois à s'intégrer. On a vu Romain Perrault, par exemple, qui est certainement dans l'état d'esprit quelqu'un qu'on a difficilement fait mieux à Brest depuis les dernières saisons, et pourtant il a mis presque 1 an à devenir un joueur de Ligue 1 confirmé. Alors c'est pas la même expérience bien sûr, mais en termes de complémentarité, d'intégration sur le terrain, Pierre Lesmelou, je pense que c'est pas lui qui porte de brassard, mais c'est un capitaine en puissance. Et c'est assez inespéré, parce que franchement, quand un Brest fait venir un mec qui était quand même un très très bon joueur du côté de Nice, donc qui jouait, on va dire, les qualifications européennes, qui était parti en première ligue et qui revient, on va dire, pour alors il n'est pas libre, quoi, c'est-à-dire qu'il revient pour une somme, une indemnité de transfert. C'est quand même assez impressionnant, et ça montre aussi la progression du club dans tout point, tant au niveau bas. Ça montre. Et concernant le recrutement, pour l'instant, les joueurs pour lesquels on a dépensé vraiment de l'argent, sur lesquels on a investi, donc Pierre Lesmelou et Achraf Dari, les autres sont des joueurs peut-être plus de compléments ou des paris sur l'avenir. Ce sont 2 joueurs au bout de 3 matchs ou 2 matchs pour Dari disputés qui me satisfont en tout cas très largement. Totalement, et ça fait partie justement des joueurs, on en parlait tout à l'heure, qui aussi aident par leur caractère, leur rage de vaincre, on va dire. Vraiment, tout à l'heure, en début de match, Achraf Dari a gagné une touche, et il était vraiment, il a serré les poings, comme si sa vie en dépendait. Après, il a marqué. Son match contre Marseille est quand même assez impressionnant, parce qu'il avait quand même Milik sur le dos. Donc il y a clairement des actes de progression, et finalement si vous avez écouté les diverses présentations de Dari
sur votre podcast préféré, vous n'êtes pas surpris, mais on a vraiment l'impression que tout ce qu'on nous a dit, on le retrouve sur le terrain. Un vrai mec très très fort dans les duels, par exemple, qui se jette assez régulièrement, comme on l'a vu contre Angers sur le but, et qui a aussi une certaine progression à faire, notamment dans l'utilisation du ballon, où c'est quand même très régulièrement la passe latérale ou la passe en retrait. C'est exactement ce qu'on nous a présenté, donc pas de surprise à ce niveau-là. Et effectivement, un bel axe de progression quand même. Oui, et on va dire que c'est, je pense, l'axe le plus facile, on va dire, dans lequel on peut progresser. C'est plus difficile de demander d'être plus agressif dans les duels que de savoir comment utiliser le ballon, quoi. Selon moi, en tout cas. Ouais. Et puis en plus, après, il y a une question de confiance aussi. Quand il aura davantage confiance et qu'il connaîtra mieux ses partenaires, peut-être que la passe en avant qui va casser des lignes, il va peut-être plus la tenter. Là, il avait tendance à donner le ballon à Marco Bizot. Je pense qu'il y a aussi une idée de se rassurer derrière. Totalement. Et enfin, la dernière, on va dire, recrue principale. Alors, Noah Fadiga, on l'a pas encore beaucoup vu. Ce serait difficile de le juger sur les 30 premières minutes qu'il a fait avec le club. Mais on a également Mathias Pereira-Lage qui a fait 45 bonnes minutes contre Marseille et 90 très bonnes minutes contre Angers. Oui, je pense qu'il avait vraiment envie contre Angers de montrer que le club n'avait pas compté sur lui la saison dernière et que c'était une erreur. Il s'est vraiment dépouillé sur le terrain. Contre Marseille, il avait fait un bon match sans être étincelant, mais je pense qu'il a fait qu'une première mi-temps. Et le coup reçu sur la cheville et très rapidement dans la rencontre avait certes dû le pénaliser un petit peu pour le reste de la partie. En tout cas, il boitait lors du tour d'honneur à la fin du match. Clairement. Et oui, encore une recrue qui connaît la Ligue 1, une recrue en plus un joueur qui est arrivé très tôt, donc qui a fait toute la préparation, qui semble bien intégré aussi. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que pour l'instant c'est bien vu de la part de Greg Lowe. Et surtout qu'il a coûté aussi cher que Denis Bain. Tout à fait. C'est-à-dire 0 d'ailleurs. Oui. C'est compliqué pour Denis. Compliqué pour Denis ces dernières saisons. Mathias Pereira-Lage donc gratuit et il y a quelques parallèles avec Franco Nora dans le sens où c'est vraiment une cible que Grégory Lorenzi avait depuis plusieurs saisons. Donc vraiment quand Grégory Lorenzi a un joueur en vue, on va dire qu'il ne l'abandonne pas et que souvent c'est plutôt bien vu, puisque tant Nora que Pereira-Lage ont l'air d'être Nora on le sait c'est une très bonne recrue, mais Pereira-Lage a tout l'air de l'être également. Espérant que Franco Nora reste à Brest encore quelques jours jusqu'au 2 septembre pour qu'il puisse être avec nous. Mais a priori, en tout cas, des infos qu'on a, alors peut-être que ça peut changer très rapidement, mais c'était plutôt une mise sur la touche pour être au repos que pour un transfert imminent. Moi, ce serait dommage de perdre un tel joker, on va dire. Oui, surtout maintenant la saison est lancée. Que sont Belaïli et Pereira-Lage. Tout à fait. Il faut de la présence en sortie de banc. Donc, c'est quand même quand tu fais sortir de ton banc Franco Nora, tu vois là toute la progression sur les dernières saisons. C'est très agréable. Totalement. Après, il y a aussi tout n'est pas forcément rose. On va pas dresser un portrait sans parler des points qui sont un petit peu peut-être plus négatifs. Est-ce que toi, tu as vu quelque chose, Quentin, qui t'a un peu plus déplu ou sur lequel tu penses on va pas être mis en difficulté depuis le début de la saison? C'est on va dire l'attitude à l'extérieur toujours. J'ai quand même vu une grosse différence entre ce que j'ai vu contre Marseille et même le début de match contre Angers, où on laissait finalement le ballon plutôt volontiers au SCO d'Angers en restant plutôt bloc, on va dire au rond central. Donc c'était peut-être le plan de jeu, mais c'est vrai que quand le coach demande quand même est le premier à demander de l'ambition au classement et au club. C'est vrai que ce serait bien aussi d'avoir de l'ambition, la même ambition, on va dire, à domicile qu'à l'extérieur. Alors là, ça a plutôt bien payé. Le 3-1 ne souffre d'aucune contestation. Ce serait bien aussi d'avoir un peu plus le ballon, peut-être à l'extérieur, à 11 contre 11, on va dire. Parce que peut-être que chose qu'on n'a pas vu à Lens. Alors là, à Lens, c'est différent, évidemment. Mais contre des équipes de notre championnat, ce serait bien d'avoir au moins 50% de possession de balle. Les victoires à l'extérieur vont appeler les victoires, ils vont donner de la confiance, je pense aussi, parce que l'année dernière, on a quand même mis énormément de temps, à s'imposer. Et j'imagine qu'il y a eu le premier match à Lens qui n'a pas forcément rassuré. Mais je pense que c'est une question de confiance. Et là, tu gagnes à Angers,
tu vas certainement pas aborder le prochain match à l'extérieur, bon, même si c'est Rennes, mais en tout cas, je sais pas, à Reims, à Strasbourg, où tu veux. De la même manière, tu auras peut-être plus confiance en tes chances et les joueurs vont également prendre confiance en leur qualité. Donc, ce sera. Je suis d'accord avec toi hein, sur le comportement à Lens, la première mi-temps, même jusqu'au, enfin, surtout l'enchaînement 2-0, 3-0. Je me dis mince, bon, t'as fait une belle préparation et pour voir ça finalement, c'est un peu regrettable. Alors moi, je pense quand même que Lilian Brassier, ça peut être un peu problématique à gauche, même s'il fait un match correct tout à fait à Angers et contre Il y a un Marseille. moment donné où il a drivé 3 joueurs d'affilée. Oui, mais le problème, c'est que tu vois, on a souvent dit que Brennan Chardonnay faisait ce qu'il savait faire et il le faisait bien. Et je pense que Brassier, pour progresser, devrait faire pareil, c'est-à-dire faire ce qu'il sait faire et pas essayer d'en faire trop. On a vu Duverne, quand il fait ce qu'il sait faire, c'est très bien. Brassier devrait peut-être s'en inspirer, être un petit peu plus sobre dans son jeu, un petit peu plus épuré, vouloir moins en faire. Et je pense que là, il progresserait largement. Et c'est en défense. Moi, j'ai un petit peu peur encore de la défense. J'ai peur qu'on prenne beaucoup de buts cette année. Mais on est parti pour en marquer aussi. Donc bon, tu me diras, si on se maintient avec une différence de but de -6, mais en ayant marqué 50, ça me va. Et c'est l'un des autres points positifs, c'est vraiment on va dire la qualité et la quantité des occasions qu'on se procure depuis alors très peu contre Lens, hein, finalement. Oui. Mais contre Marseille surtout et contre Angers, alors plus facile à 10 contre 11, hein, mais vraiment il y a quand même des occasions, il y a des occasions par le jeu, des occasions sur les coups de pied arrêtés, donc vraiment une variété d'approches, de façons d'obtenir ces occasions qui sont plutôt de qualité, c'est surtout ça, hein, donc qui augmente les chances de marquer des buts, qui sont intéressantes et je pense qu'on s'est créé plus d'occasions qu'on ne s'en est. Qu'on en a subi, tu veux dire? On en a subi, ouais, depuis le début de saison. Je surtout pense contre Marseille, quoi. C'est surtout ça le match référence et le match sur lequel il faut se baser pour la suite de la saison. Et le fait de faire des podcasts comme ça tous les 3 matchs et pas match après match, ça nous permet d'avoir aussi un petit peu de recul. Là, ça fait presque 3 semaines que la saison ou 15 jours, 3 semaines que la saison a commencé. Est-ce que tu dirais après ces 3 premiers matchs que le Stade Brestois version 2022-2023 est meilleur que le Stade Brestois 2021-2022? Tout à fait. Et c'est aussi pour ça que il y avait un certain optimisme depuis le début de saison. Hein. Je pense qu'on l'avait dit dans nos prédictions. On voyait tous un Stade Brestois autour de la 11e place. Et je pense que ces 3 premiers matchs, alors avec leurs qualités et leurs défauts, confirment cette impression. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi. Oui, bah moi, mais on va dire qu'on est au-dessus des équipes par rapport auxquelles on devrait être au-dessus. Donc, c'est-à-dire les Angers, les Troyes, les Lorient peut-être. Alors j'ai pas trop regardé Lorient depuis le début de saison. Ajaccio c'est solide, mais ouais. Ça va. Je pense qu'ils vont galérer à marquer des buts. Des équipes comme Toulouse, c'est aucun problème, ils auront. Reims, ça a l'air d'être pas mal aussi. Après, les 3 Auxerre. 3 Auxerre, peut-être un Montpellier. Attention Montpellier. Attention à Nantes aussi, hein, je pense. Nantes avec la Coupe d'Europe. Angers, hein, qu'on a vu aujourd'hui. Angers, ça peut aussi être assez problématique. Donc, je pense que Brest a largement son mot à dire pour évoluer, je dirais, entre la 10e et la 13e place, peut-être dans ce coin-là du championnat. Il y a de la qualité dans cette équipe. Si tu perds pas Honora, et après, le gros dossier, c'est évidemment le recrutement d'un attaquant supplémentaire, voire 2 attaquants. On va pas parler forcément des noms qui circulent, parce que il n'y a pas d'officialisation pour l'heure, ce serait peut-être pas judicieux. On en parlera après, mais avec un attaquant aujourd'hui, ou même contre Marseille, il y a vraiment un attaquant de Ligue 1 confirmé. Je pense que tu as peut-être 2 points de plus et des certitudes encore davantage. Et vraiment, ouais, tu as l'impression que si Brest venait à jouer, alors le maintien, on va dire, de près, ce serait quand même un certain échec par rapport à ce qu'on voit et au matériel. aux qualités qu'on peut voir et que Brest semble avoir sous la main, quoi. On a l'air quand même d'avoir un effectif qui tient particulièrement bien la route cette saison. Tout à fait, tu peux voyager, tu peux te dire qu'avec cette équipe, tu pourrais voyager plutôt sereinement. Après, on connaît le foot, hein, c'est-à-dire qu'une blessure ou deux, tu perds Pierre Lesmelou au milieu de terrain, tu peux très vite être en difficulté. On n'a pas non plus un banc qui est extensible. Il suffit que Franck Honora parte sur la fin du mercato et ne soit pas remplacé. Voilà, on sait que les matchs tu l'as dit, hein, vont très vite s'enchaîner avant la Coupe du Monde au mi-novembre. Il va falloir faire le plein de points. Une saison, ça peut basculer très rapidement aussi dans le mauvais sens. Mais pour le moment, Brest, je dirais, c'est donner les moyens et se donne les moyens de bien figurer, de bien faire les choses. Exactement.
Et ça, après, on va dire que c'est le principal. Tout à fait. Si on se donne les chances d'y arriver, on a plus de chances que si on ne se les donne pas. Tout à fait. Quelque chose à rajouter, mon cher Fanch? Oui, je pensais notamment très rapidement à la nouvelle tribune Quimper. Tu voulais peut-être en parler. Qu'est-ce que tu en as pensé lors du premier match? Déjà, j'ai trouvé bien la provisoire et j'ai vu les images de la nouvelle et je trouve très bien, franchement, avec le toit jusqu'au bout, un peu fermé surtout de la largeur, avec beaucoup plus de visibilité en hauteur aussi, parce qu'avant, pour les gens qui n'y sont jamais allés, quand il y avait un 6 mètres du gardien ou un dégagement, la balle, tu la voyais plus pendant un moment. Mais vraiment, j'ai trouvé ça très bien et alors je dis pas que ça m'a réconcilié avec l'idée de rénover le blé, mais on a un stade qui a un petit peu plus d'allure et une tribune dans laquelle c'est beaucoup plus agréable de se rendre. Donc je pense que dimanche, on verra tous les deux ce que ça donne. Mais j'ai beaucoup apprécié, je crois que toi aussi d'ailleurs. Oui, même je pense que le son se propage davantage qu'avec un toit qui avait l'air de le retenir. On voit, comme tu l'as dit, beaucoup plus en hauteur. Je pense qu'on voit aussi beaucoup plus en dessous. Oui, c'est vrai. Oui. C'est-à-dire qu'on voit quand le ballon passe ta ligne, ce qui est, alors on le voyait parce qu'on avait une idée qui passait la ligne, mais là on le voit vraiment concrètement. On n'a pas besoin de VAR, quoi. Donc c'est plutôt bien. Et ouais, c'était plutôt pas mal pour une première. Franchement, même j'ai beaucoup aimé. Pour agiter les drapeaux, pour ceux qui le font, c'est beaucoup plus pratique. Le haut du bâton ne s'enroule pas dans les filets qu'il y avait au-dessus. Donc un succès. Visuellement, c'est mieux à la télé aussi. Tu vois, tu vois plus les couleurs. C'est vraiment beaucoup mieux. Je trouve que cette rénovation tombe vraiment à pic. Et puis même pour nous, au niveau de la sécurité, c'était devenu vraiment craignos. Mais voilà, ça fait partie des choses qui me plaisent aussi sur ce début de saison. On avait dit des petits trucs. Il y a les zappings que le club produit sur les réseaux sociaux que je trouve également très bien. Vraiment. Et puis il y a une communauté, je dirais, toujours un groupe des groupes de supporters, une ambiance au stade avec les chants qui sont repris. Il y a quelque chose qui se passe, j'ai l'impression, et c'est très agréable. Oui, c'est vrai que maintenant c'est presque devenu une habitude que les tribunes Arkea, notamment la tribune Top Atlantique, qui se nomme Top Atlantique désormais, un peu moins, j'ai l'impression, côté Foucault, reprennent un peu et répondent à la tribune Quimper. Donc c'est sympa même pour tout le monde, hein. Je pense que ça fait participer tout le monde. Tu passes une bonne soirée au stade, même si tu vois pas nécessairement du beau football. Donc c'est un succès, pourvu que ça dure, on va dire. Oui, et il fait bon de supporter Stade Brestois, mais mieux qu'être supporter de Borum actuellement. Oui, exactement. Visiblement, il est en train d'en prendre 7, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et toi, Quentin, peut-être un mot pour vivement que Brest se confronte au Bayern Munich pour voir ce qu'on vaut. Tout à fait, mais à l'allure où ça va, c'est pas pour tout de suite. Et tu m'apostrophais? Oui, non, je te demandais si toi, de ton côté, tu avais des choses, peut-être un petit coup de cœur sur ce début de saison. Non, par contre, je voulais relayer un coup de gueule d'un supporter qui voulait faire le déplacement à Angers. Mm-hmm. Et c'est Elbert, hein, qui un des connus, un des historiques qui fait pas mal de déplacements et qui avait vraiment pas trouvé sur tout ce qui est site internet, qui malheureusement est toujours un peu mis de côté. Il n'avait pas trouvé les détails pour se rendre à Angers. Il a dû farfouiller au fin fond du site internet pour avoir les infos, et au final c'était trop tard, puisqu'il voulait y aller sur un coup de tête, et visiblement les déplacements sur un coup de tête c'est terminé, puisqu'il faut s'inscrire bien avant, on va dire le dernier week-end avant le match. Donc voilà, c'était juste pour un petit coup de gueule, peut-être un peu plus de communication pour les on va dire les déplacements mineurs. Il y avait eu notamment pour Brest-Lyon, je crois que les CU aussi avaient commandé ou loué les cars, ou ce qui était une première depuis quelques temps peut-être. Oui, ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas eu. Et voilà, donc si le club aussi pouvait faire passer sa communication autour des déplacements à Angers, à Reims et tout ce qui n'est pas Lens, Marseille, Paris, Lyon, etc., Monaco, ce serait bien, puisque visiblement des supporters ont eu du mal à trouver les informations. Très bien. Le message est passé. On l'espère. Fanch, merci à toi. On se retrouve peut-être dans 2-3 semaines pour l'épisode 80.
Je pense qu'après le match de Paris, peut-être, où là on a 3 matchs, ou avant le match de Paris ou après le match de Paris, il y a une trêve, je crois. Donc, pour le 80e épisode, en espérant qu'on ait davantage de points, qu'on ait progressé à la fois comptablement et dans le jeu. Mais en tout cas, premier épisode de la saison 4 de Brest On Air qui part sur les auspices vraiment de qualité. Oui, on espère qu'on va nous aussi progresser en parallèle de notre club préféré. Puisque ça fait maintenant 3 ans, mais pour la 4e saison. D'ailleurs, on se disait ça avant le match, avant l'enregistrement de cet épisode, que on ne l'aurait pas vu venir. Tout à fait. Effectivement, c'est vrai que l'évolution de Brest On Air, c'est plutôt pas mal. Et on remercie d'ailleurs les gens qui nous envoient des messages pour nous. Enfin, vraiment, il y a une communauté très sympa autour du podcast qui nous envoie beaucoup de messages pour nous remercier de ce qu'on fait, mais nous vous remercie aussi de nous écouter. Et même des messages de joueurs ou d'anciens joueurs de Brest qui sont très, très sympathiques à notre égard, et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Ouais, je pense que l'une des principales fiertés, c'est vraiment d'être une sorte de plateforme. Alors évidemment, il y a le forum Allez Brest, mais une sorte de plateforme où, en tout cas sur Twitter, sur les réseaux sociaux, où les supporters de Brest, on va dire, peuvent échanger ensemble, et ça c'est quand même une belle fierté, parce que je pense que ça n'existait pas avant. En tout cas, oui, puis des gens vraiment de tout horizon, que ce soit des secrétaires d'État jusqu'au mec du coin, c'est assez incroyable de voir les gens qui nous suivent, c'est très très cool. Et très 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 souvent avec beaucoup de bienveillance. Donc ça c'est quand même assez agréable, malgré quelques énergumènes qui tentent de lancer des rumeurs sur les éventuels attaquants bosniens venant de Belgique, qui devrait être à Brest mais qui était titulaire avec son équipe le jour même. Ouais, non, mais ça, on va pas lui donner trop d'importance. Mais effectivement, vraiment remercier tous les gens. Les gens le reconnaissent. Tout à fait. Probablement. Sur ce, dans quelques, espérons que le dimanche pour te voir. Le prochain podcast soit aussi agréable, on va dire, à enregistrer que celui-ci. Évidemment, quand Brest gagne, c'est toujours plus agréable de discuter de son club préféré. Et pour les auditeurs aussi, je pense. Tout à fait. Merci, Quentin. Merci à toi. Bonne fin de vacances. Et à la prochaine. Tout à fait. Allez, à dimanche pour nous et puis à plus tard pour le podcast. Allez Brest, salut. De la croisière et dans la blanche baleinière, Chamboué, notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.